Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle plongée. C'est un fait assez étonnant de constater que pour la grande majorité des gens, le marketing, ça se résume finalement à une seule chose, la publicité. Ah oui, clairement. Et c'est une perception tellement ancrée qu'on entend parfois des anecdotes vraiment fascinantes à ce sujet. Par exemple, il y a certains historiens de l'économie qui affirment avec un petit brin de malice que l'Église catholique aurait en fait inventé le marketing bien avant l'heure. Oui, cette théorie est géniale. Quand on s'attarde sur cette idée, c'est saisissant. Le logo, par exemple, ce serait la croix, un symbole reconnaissable instantanément à travers le monde entier. Absolument. Et la part de marché dans cette analogie, ça correspondrait à l'esprit et à l'attention des fidèles. C'est ça. Et les cathédrales majestueuses ou même les petites églises de village, elles feraient office de point de vente ou de succursale. Et le meilleur pour la fin, le fameux système des indulgences du Moyen-Âge. Oui, exactement. Ce ne serait ni plus ni moins que le tout premier programme de fidélité de l'histoire. C'est une image frappante qui force vraiment à repenser nos idées reçues. Tout à fait. Le véritable sujet de notre exploration d'aujourd'hui, c'est justement de démystifier complètement ce qu'est le vrai marketing, loin des clichés de la simple réclame. Et pour ça, nous plongeons dans les concepts d'un ouvrage de référence incontournable, écrit par Alexander Hiam et Benoît Heilbronn. Oui, et cette anecdote sur l'Église, elle illustre parfaitement la profondeur de cette discipline. D'ailleurs, le titre même de la traduction française du livre que nous explorons, Le marketing pour les nuls, est en soi une leçon magistrale d'attractivité. Totalement. Les auteurs ont délibérément évité une traduction académique et rigide comme, l'amercating pour les nuls. L'amercating, ça sonne tout de suite très scolaire, quoi. Exactement. Ce simple choix sémantique prouve qu'il maîtrise l'art de capter l'attention par la simplicité. Et je pense qu'il est crucial de préciser d'emblée à qui s'adressent exactement ces concepts. Parce qu'on a souvent cette idée reçue tenace qui laisse penser que le marketing, ce serait une affaire exclusivement réservée aux cadres supérieurs, enfermés dans les tours de verre des multinationales. Voilà. Or, la réalité décrite dans cet ouvrage est tout autre. Ces principes, ils concernent absolument quiconque porte un projet. N'importe quel projet. N'importe lequel. Que l'on dirige une petite boulangerie artisanale, que l'on gère une association de quartier, que l'on lance une initiative citoyenne, ou que l'on soit simplement un esprit curieux cherchant à décrypter les rouages de notre société d'hyperconsommation. C'est une démarche universelle, en fait, pour connecter une idée à un public. C'est exactement le cœur du sujet. Et ce besoin de connexion, il soulève la problématique majeure de notre époque. Des études comportementales récentes mettent en lumière une réalité presque vertigineuse. Il faut s'imaginer qu'un individu moyen dans son quotidien est exposé à plus de 3000 marques. 3000, c'est colossal. Et au bas mot, 2000 messages publicitaires par jour. De l'écran du smartphone le matin jusqu'aux affiches dans le métro, c'est un véritable bombardement mental. Un brouhaha permanent. Du coup, la question fondamentale qui se pose pour tout porteur de projet devient la suivante. Comment on fait pour qu'une idée, un service ou un produit émerge de ce bruit de fond assourdissant, sans avoir à hurler plus fort que tous les autres ? Et c'est la mission centrale de notre discussion aujourd'hui. Découvrir la méthode pour y parvenir de manière intelligente. Et pour bien saisir cette approche moderne, une mise en perspective historique est indispensable. Pour comprendre comment on en est arrivé là, c'est ça ? Oui, pour comprendre ce changement de paradigme. Parce que le marketing tel qu'il est pensé aujourd'hui par Hiam et Heilbronn, il n'a pas toujours existé. C'est le fruit d'une évolution fascinante. Au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle, le modèle mental était radicalement différent. L'obsession absolue de l'époque, c'était la production. Fabriquer plus ? Et on cherchait ensuite à écouler les stocks sur un marché où la demande dépassait souvent l'offre. On produisait d'abord, on réfléchissait après. Voilà. Puis, au fil des décennies, avec l'intensification de la concurrence, l'économie a basculé vers une ère axée sur la vente agressive. L'objectif était de forcer la main pour écouler ce qui avait été massivement produit. L'ère des vendeurs en porte-à-porte un peu insistant, quoi. Exactement. Et la véritable évolution du marketing moderne, son essence même, réside dans l'inversion totale de ce modèle. Une inversion totale ? Donc ça signifie qu'au lieu de fabriquer un produit, puis de chercher désespérément à qui le vendre, la démarche s'opère dans le sens inverse. C'est ça. Aujourd'hui, une démarche rigoureuse ne part plus jamais de l'usine pour aller vers le marché. Elle prend sa source dans l'observation des besoins, des attentes, des craintes et des frustrations d'un groupe d'individus. On part des gens. On part des gens, et c'est à partir de cette compréhension intime que l'on remonte la chaîne pour ensuite seulement concevoir l'offre et la fabriquer. L'ouvrage insiste énormément sur le fait que le rôle premier de cette discipline n'est pas de créer des besoins de toutes pièces, comme on l'entend souvent à tort.
Oui, le fameux « on nous crée des besoins inutiles ». C'est ça. Mais plutôt d'identifier des problèmes non résolus et d'y apporter une réponse pertinente. Cette approche soulève tout de même un paradoxe assez brutal, je trouve, surtout pour l'ego de ceux qui créent des produits. Les auteurs formulent une idée qui semble difficile à avaler au premier abord. Ils disent en gros « vos clients ne vous écoutent pas ». C'est dur à en entendre pour un créateur. C'est très dur. Les gens se fichent éperdument de l'histoire d'une entreprise, de ses valeurs fondatrices ou même des caractéristiques techniques incroyables d'un nouveau gadget. Ce qui passionne les gens, c'est leur propre vie, leurs propres problèmes quotidiens. Absolument. Et l'ouvrage utilise un terme très intéressant pour décrire ça. Il parle de réduire les frottements. Le concept de frottement est d'une puissance redoutable. Un frottement, c'est cette petite zone de tension entre ce dont une personne a profondément besoin ou envie et ce qui est concrètement disponible pour elle à un instant T. La petite épine dans le quai ? Voilà. L'objectif n'est donc pas de glorifier les mérites d'un produit en dressant une liste interminable de ses fonctionnalités, mais de démontrer de manière fulgurante qu'il est la solution évidente, la clé qui fait disparaître ce frottement spécifique. C'est beaucoup plus pragmatique. Très pragmatique. Mais pour y parvenir, l'analyse doit aller beaucoup plus loin en détruisant ce que les auteurs appellent le mythe du consommateur unique. C'est-à-dire ? L'idée qu'un client n'est pas juste une seule et même personne qui prend toutes les décisions. En fait, le terme client est un piège sémantique car il donne l'illusion d'une entité homogène et simple. Or, face à un acte d'achat ou d'adhésion, il y a une multitude de rôles distincts qui entrent en jeu. Et ils sont souvent incarnés par des personnes différentes. D'accord. L'ouvrage décortique cette complexité en 3 figures centrales. D'abord, il y a l'acheteur. C'est la personne qui détient le budget, qui sort le portefeuille et valide la transaction. Celui qui paye. Celui qui paie. Ensuite, il y a l'utilisateur, celui qui va concrètement manipuler le bien, vivre l'expérience du service au quotidien. Logique. Et enfin, au-dessus ou à côté de ces deux-là, on trouve une figure capitale et souvent sous-estimée. Le prescripteur. Le prescripteur, c'est celui qui influence la décision sans forcément payer ni utiliser le produit final. Si on prend un exemple très concret pour ancrer ça dans le réel, imaginons le marché du manuel scolaire. Excellent exemple. L'utilisateur final, c'est l'élève qui va porter le livre dans son sac et faire les exercices tous les soirs. Mais l'élève ne décide de rien. Rien du tout. L'acheteur, c'est l'État ou les parents, selon le système. Et le prescripteur, c'est le professeur qui impose tel ou tel ouvrage pour son cours. Cette illustration est parfaite. Et elle met vraiment en lumière la difficulté de l'exercice. Comment communiquer efficacement quand on a ces 3 entités en face ? On ne peut pas parler de la même façon à l'enseignant qui cherche de la rigueur pédagogique, aux parents qui se soucient du prix et à l'élève qui espère un contenu un peu ludique. C'est un vrai casse-tête. Comprendre à qui l'on s'adresse parmi ces rôles change intégralement la nature du message, le choix des canaux de diffusion et même la conception du produit. Et cela nous mène inévitablement à la notion de choix stratégique et de positionnement. Puisqu'il est impossible de parler à tout le monde avec le même argumentaire. C'est ça. Puisqu'il est impossible de parler à l'acheteur, à l'utilisateur et au prescripteur avec un seul et même argumentaire universel, il faut faire des choix tranchés. Ce qui signifie qu'il faut accepter l'idée de ne pas plaire à tout le monde. C'est fondamental. L'ouvrage insiste lourdement là-dessus. La quête de l'unanimité, la volonté de concevoir une offre qui convienne à l'ensemble de la population, ça mène tout droit à une standardisation ennuyeuse, à une tiédeur qui ne suscite strictement aucune émotion. Le fameux produit moyen pour des gens moyens. C'est exactement ça. Se positionner, c'est avoir le courage de dire « voici ce que nous sommes, voici précisément pour qui nous avons créé cela, et par conséquent, voici pour qui ce n'est pas fait ». Il faut savoir exclure. Mais du coup, comment on fait pour qu'un simple objet finisse par occuper cet espace mental si particulier dans la tête du public ? La transaction ne se limite jamais à l'échange d'un objet purement matériel ou d'une prestation basique. Il y a des couches ? Il y a des couches. Le premier niveau est le produit générique, c'est-à-dire la fonction brute, la matière première. Le minimum syndical. Le minimum. Juste au-dessus se trouve le produit attendu, qui correspond aux conditions minimales de qualité exigées par le marché. Ce que le client trouve normal d'avoir. Exactement. Ensuite, on entre dans les couches différenciantes, avec le produit augmenté. Ça englobe tous les services additionnels, l'expérience d'achat, le service client. Le petit plus. Le petit plus qui fait la différence. Et la dernière strate est le produit potentiel. Ça représente tout ce que cette offre pourrait devenir à l'avenir pour continuer à enchanter l'usager, comme un sentiment d'appartenance à une communauté ou un certain statut social.
Acheter une voiture, ça illustre ça de manière spectaculaire. Tout à fait. Au niveau purement générique, une voiture n'est qu'un assemblage de tôle, de plastique et d'un moteur. Mais l'être humain ne se lève pas le matin en ressentant un besoin irrépressible d'acheter de la tôle. Ça n'arrive jamais. Au niveau attendu, on exige que cet assemblage démarre et freine en toute sécurité. Ensuite, au niveau augmenté, les constructeurs ajoutent des garanties prolongées, des habitacles sonorisés, des sièges chauffants. Le confort en plus. Mais la magie, elle opère vraiment au niveau du produit potentiel. Ce que l'on vend finalement, ce n'est pas le boulon de l'essieu arrière. C'est la promesse d'une liberté de mouvement, d'une évasion le week-end, d'un statut des réussites sociales ou même de la protection ultime pour sa famille. Cette métaphore automobile démontre très bien que l'analyse technique d'un objet doit toujours s'accompagner d'une compréhension fine de la psychologie humaine. Les deux vont de pair. Et pour réussir à orchestrer cette symphonie entre la tôle et l'émotion, l'ouvrage fune une métaphore mythologique extrêmement mémorable. Ils affirment que pour maîtriser ces rouages, il faut adopter la posture du Minotaure. Le Minotaure, c'est une image plutôt inattendue pour parler de stratégie d'entreprise ou de développement de projet. Pourquoi faire appel à cette créature mythologique mi-homme, mi-taureau? Parce qu'elle incarne la dualité indispensable à cette discipline. Selon les auteurs, il faut posséder simultanément la tête d'un scientifique et le corps d'un artiste. D'accord, je vois l'image. La tête du scientifique représente l'exigence analytique. C'est la capacité à plonger dans des données complexes, à comprendre l'évolution démographique, à calculer des marges de rentabilité et à évaluer des parts de marché avec une froideur presque chirurgicale. C'est la rigueur cartésienne. Les tableaux Excel en somme. Voilà. Mais cette tête de scientifique, si elle est seule, produit des stratégies sans âme. Elle doit donc être soutenue par le corps de l'artiste qui symbolise l'empathie, l'intuition, la capacité intacte à s'émerveiller des comportements humains et un flair pour la créativité pure, capable de briser les conventions établies. C'est un équilibre délicat. Mais cette tête de scientifique ne risque-t-elle pas de prendre le dessus? Dans un monde aujourd'hui obnubilé par les données massives, on pourrait facilement croire qu'il suffit de compiler des milliers de feuilles de calcul pour trouver l'idée du siècle. C'est le grand danger. Pourtant, les auteurs lancent un avertissement très ferme contre ce qu'on pourrait appeler l'illusion de la certitude par les chiffres. Les tableurs, aussi complexes soient-ils, ne ressentent pas la frustration. Non, ils ne pleurent pas et ils ne s'énervent pas. C'est ça. Les idées qui bouleversent vraiment les choses naissent très souvent d'une observation directe de la banalité quotidienne, bien loin des rapports de 300 pages. L'observation de la vraie vie est infiniment supérieure aux seules données statistiques. Le livre regorge de récits fascinants qui illustrent ce point. Prenons l'invention des fameux petits papiers jaunes autocollants, les post-it. Ah oui, l'histoire est géniale. Cette innovation mondiale n'est pas née d'une étude de marché sophistiquée commandée par un grand cabinet de conseil. Elle est née de la frustration très humaine d'un chanteur de chorale, Arthur Fry, dont les marque-pages tombaient sans cesse de son carnet de chant. Une petite contrariété du dimanche matin. Exactement. Un autre exemple emblématique mentionné dans l'ouvrage est celui des aspirateurs Dyson. James Dyson n'a pas lu dans un rapport que les gens voulaient des aspirateurs à technologie cyclonique. Il a simplement observé en passant l'aspirateur dans son propre salon que la puissance d'aspiration s'effondrait au fur et à mesure que le sac se remplissait de poussière. Ces succès colossaux proviennent donc d'une empathie profonde face à des micro-frustrations du quotidien. L'histoire des jus de fruits innocents est du même acabit. Tout à fait. De jeunes entrepreneurs ont vendu leur première bouteille dans un festival de musique en installant simplement 2 poubelles devant leur stand, avec une pancarte demandant « Devons-nous démissionner de nos emplois pour faire ces jus ?» Une méthode de test redoutable. Si les gens jetaient la bouteille vide dans la poubelle, oui, ils se lançaient. C'est le corps de l'artiste en pleine action. Une démarche empirique, créative et très proche des gens. Mais j'imagine que, même avec cette empathie, il y a des erreurs fatales, des pièges dans lesquels s'engouffrent la plupart des projets. Il y en a beaucoup. Les auteurs identifient plusieurs écueils majeurs, et l'un des plus redoutables concerne la clarté du message. La règle dictée est implacable. Si l'essence d'un projet, d'un produit ou d'une association ne peut pas être expliquée de manière limpide en moins de 5 mots, l'échec est quasiment garanti. Moins de 5 mots. C'est radical. La complexité est l'ennemi de l'attention. Dans un environnement saturé comme le nôtre, un public ne fera jamais l'effort intellectuel de déchiffrer un concept alambiqué. On zappe tout de suite. Exactement. Mais le piège le plus absolu, le plus destructeur de capitaux et d'énergie, reste la naïveté face à la force de l'habitude. La force de l'habitude. On a souvent l'impression que si un produit est objectivement meilleur ou moins cher ou plus écologique,
les foules vont naturellement s'y ruer. C'est une illusion totale. Le coût cognitif, l'effort mental nécessaire pour changer un comportement ancré est immense pour l'être humain. L'ouvrage souligne cette vérité cruelle avec beaucoup d'humour en faisant une comparaison très parlante. Laquelle? Ils expliquent qu'il est parfois, toute proportion gardée bien sûr, beaucoup plus facile d'enseigner les rudiments de la langue des signes à un chimpanzé en laboratoire que de convaincre durablement un foyer de changer la marque de lessive qu'il achète par pur automatisme depuis une décennie. C'est fou quand on y pense. L'inertie. L'inertie comportementale est le plus grand concurrent de toute nouvelle idée, bien avant les entreprises rivales. Mais du coup, si la résistance au changement est à ce point colossale, et sachant que la plupart des structures n'ont pas les budgets pharaoniques des géants de la technologie pour inonder l'espace public de publicité, comment on finance intelligemment cette bataille de l'attention? Comment notre fameux Minotaure gère-t-il ses ressources sans se ruiner? C'est là que la rigueur économique entre en jeu. Et les auteurs bousculent là encore les pratiques courantes avec le concept du budget base zéro. Le budget base zéro, qu'est-ce que c'est exactement? Dans la majorité des organisations, l'exercice budgétaire consiste à prendre le plan de l'année précédente, à ajouter ou retirer un petit pourcentage et à répéter plus ou moins les mêmes actions. On copie-colle. On copie-colle. C'est une approche paresseuse. Le budget base zéro lui impose de repartir chaque année d'une feuille totalement blanche. Il exige d'analyser l'activité pour identifier avec une honnêteté brutale où se situe le goulet d'étranglement actuel. Donc, au lieu de saupoudrer un peu d'argent partout pour rassurer tout le monde, on concentre toutes ses forces sur l'obstacle principal. C'est exactement la démarche. Si l'analyse montre que le problème majeur d'un projet est que les gens essayent le service une fois mais ne reviennent jamais, il est d'une absurdité totale de dépenser des fortunes en campagne d'affichage pour accroître la notoriété. Ça ne sert à rien. Le problème n'est pas un manque de visibilité, c'est un déficit d'amour ou de satisfaction. L'investissement doit alors se focaliser au millimètre près sur l'amélioration de l'expérience et la fidélisation. C'est une question de diagnostic chirurgical. Et ce diagnostic chirurgical doit s'accompagner d'une règle d'or en matière de communication. Le choix drastique d'un message unique. Un seul message. Un seul. Face au mur de l'indifférence et des 3000 sollicitations quotidiennes dont on parlait tout à l'heure, disperser ces arguments revient à murmurer dans une tempête. C'est joliment dit et très vrai. Il faut sélectionner une seule idée forte, claire, différenciante, et la répéter inlassablement sur tous les points de contact. Cette approche méthodique alliant l'allocation stricte des ressources et la clarté absolue du message résume parfaitement la philosophie défendue par Is et Akpon. C'est une vision très complète. Loin des caricatures cyniques du vendeur de tapis, cette discipline est une mécanique de haute précision qui repose sur l'empathie. L'art de rendre l'utile fondamentalement désirable. C'est la construction minutieuse d'une relation où une organisation et son public trouvent un écho à leurs besoins respectifs. C'est un changement de perspective extrêmement rafraîchissant. Cette exploration des concepts démontre brillamment qu'il ne s'agit pas de manipulation, mais de création de valeurs partagées. Bien entendu, notre discussion d'aujourd'hui, bien que riche, n'a pu qu'effleurer la surface de cette immense boîte à outils stratégique. Il y a tellement plus à découvrir. Pour quiconque souhaite véritablement maîtriser cet équilibre subtil, cette danse entre la tête du scientifique et le corps de l'artiste, s'immerger pleinement dans la lecture de cet ouvrage est une démarche incontournable. C'est une invitation à observer les échanges quotidiens, les affiches dans la rue, les objets de notre maison avec des lunettes totalement nouvelles. C'est certain. Et pour prolonger cette réflexion et clore notre analyse, il y a une dernière question vertigineuse qui mérite d'être soulevée. Une question qui n'est pas directement tranchée par le passé, mais qui s'impose à notre époque. Je vous écoute. Nous vivons aujourd'hui l'avènement du monde digital, des algorithmes d'analyse prédictive et des technologies capables de traiter des milliards de données en temps réel. Ces outils deviennent si performants qu'ils semblent capables d'anticiper nos désirs avant même que nous n'en ayons consciemment formulé l'idée. C'est fascinant et un peu effrayant. Dans ce nouveau paysage, la nature de notre Minotaure est profondément mise à l'épreuve. On est en droit de se demander si la partie scientifique, désormais surarmée par la technologie algorithmique, finira par phagocyter et rendre obsolète sa partie artiste. La machine contre l'humain? Ou bien au contraire, face à cette standardisation algorithmique très froide, la vulnérabilité, l'imperfection, l'humour et la créativité purement humaine ne resteront-ils pas le seul et unique moyen de véritablement toucher le cœur et l'esprit des gens ? C'est une pensée provocatrice, magnifique à garder en tête pour demain matin, en observant simplement les innombrables messages invisibles qui chercheront à capter notre attention au cours de la journée. Merci d'avoir partagé cette plongée avec nous.